Bonjour tout le monde, bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui je me trouve sur l'île de Majorque en Espagne pour conduire le tout nouveau Mercedes-Benz GLB 2027. Alors si on compare le GLB actuel avec le précédent, il y a en fait un gros changement qui s'opère de la part de Mercedes. Précédemment, le GLB était un modèle exclusivement à essence et le EQB était le modèle électrique. Désormais, le GLB regroupe toutes les versions électriques ou à essence, ça va être dans un second temps, ça va être un modèle hybride qui va s'en venir. Pour l'instant, en 2027, il y aura seulement les modèles électriques qui vont être vendus au Canada. Il y a deux versions différentes, soit la version 250 EQ, qui elle est un modèle propulsion avec 268 chevaux seulement, si j'ose dire, de puissance. Et ensuite, il y a le modèle 350 EQ 4MATIC, donc lui, il est à rouage intégral. Et on a 348 chevaux, donc plus de puissance, deux moteurs, rouage intégral. C'est probablement le modèle qui va être le plus plébiscité chez nous au Canada. Ensuite, pour ce qui est du véhicule proprement dit, il y a aussi quelques changements, notamment en termes de longueur totale. Il est 10 cm plus long qu'avant et avec un empattement plus long de 6 cm. Ça permet surtout en fait d'avoir plus d'espace, notamment à l'arrière. C'était un des défauts qu'on reprochait au GLB sortant. Donc ça permet quand même d'améliorer l'habitabilité. C'était vraiment un souhait important de la part de Mercedes. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont fait savoir. Le GLB partage beaucoup de pièces en commun avec la berline CLA, notamment sa plateforme, les motorisations, plein d'autres choses, et aussi à l'intérieur son tableau de bord qui est vraiment le même. Donc ceux qui ont déjà vu la CLA 2027, vous ne serez pas surpris. Donc c'est vraiment un gros écran central ici, extrêmement rectiligne. On a deux écrans livrés de série ici. Par contre, le troisième écran dont je parlais tantôt, lui, il est optionnel. Pour le reste, c'est un véhicule qui a des commandes assez simples. Notre principal bémol, c'est le fait que, à part la petite rangée de boutons qui se trouve ici, juste en haut de la console centrale, il n'y a pratiquement aucun bouton physique à bord du véhicule et on aurait préféré avoir peut-être une rangée de boutons ici sous l'écran pour au moins la température, la ventilation, des choses assez vitales et dont on se sert quand même souvent. On aurait préféré ça. Pour le reste, c'est un véhicule qui est assez spacieux à l'avant, hein. Moi je fais 5 et 9, je ne suis pas très grand. Malgré tout, j'ai quand même beaucoup d'espace au niveau de la tête et aussi pour le corps, c'est amplement suffisant. Pour ceux qui voudraient l'option d'un écran face au passager, il y a la possibilité donc de l'avoir. Il suffit de cliquer directement ici sur l'image et on a accès en fait à toutes sortes de choses. Par exemple une caméra si on veut se voir ou faire des selfies. Sans ça, on a aussi accès à toutes sortes de choses, la météo, YouTube, pourquoi pas. Si vous voulez regarder la chaîne YouTube du guide de l'auto, vous gênez pas quand vous serez dans votre CLA ou dans votre GLB. Ça tient toujours un peu du gadget selon nous. Si vous êtes vraiment très techno et que ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à regarder ça. Mais d'un autre côté, si vous êtes malade en voiture ou si c'est pas quelque chose que vous considérez comme étant indispensable, je pense que le gros écran principal fait déjà amplement le travail. Grâce à l'empattement rallongé, il y a beaucoup plus d'espace à l'arrière du GLB, surtout par rapport au modèle précédent, c'est vraiment sensible. L'autre intérêt aussi, c'est qu'on peut bouger en fait indépendamment les sièges grâce à un rail ici. Donc si on n'a pas besoin de trop d'espace dans le coffre, on peut aussi améliorer l'espace pour les jambes ici. Et on peut aussi bouger ça pour loger des objets longs. Et l'autre chose qui est intéressante avec le GLB, c'est qu'on peut aussi bouger en fait. Si on veut par exemple que le dossier soit plus ou moins droit, on peut l'ajuster comme on le souhaite. Si on veut être dans une position plus relaxante ou à l'inverse un peu plus droite, on peut le faire. Ça permet aussi de gagner un petit peu de volume dans le coffre si jamais on est un peu mal pris et qu'on part en voyage. Pour ce qui est du volume de coffre, c'est pas immense à l'arrière du GLB. Déjà le seuil est un petit peu haut, donc il faudra faire attention quand on porte des objets lourds pour pas rayer le pare-choc arrière. Ensuite, pour ce qui est de la contenance elle-même, on est à 540 litres pour un modèle à 5 places comme celui-ci et 2 rangées de sièges. Pour vous donner une idée, il y a des véhicules, des VUS sous-compacts bien plus petits que ça qui dépassent les 700 litres de contenance. Donc c'est pas très grand. Et quand on a un modèle à 7 places, on retombe en plus à 480 litres, donc encore un petit peu moins de contenance. À l'avant, on a aussi un coffre. Donc ça c'est toujours une bonne chose quand on en bénéficie dans un véhicule électrique. Celui-ci est quand même assez grand, hein. On a 127 litres de contenance. Si vous regardez quand je mets la main, c'est vraiment profond. Donc ça permet quand même de mettre une grosse valise cabine et quelques petites affaires supplémentaires. C'est pas négligeable pour une utilisation familiale et c'est toujours bon à prendre. Sur la route, on a pu conduire donc les deux versions différentes, le 250 et le 350. Là, je suis au volant d'un 250, mais en vérité, la différence n'est pas énorme. Pour ce qui est vraiment des accélérations, de l'arrêt jusqu'à 60-70, la différence n'est pas si grande. Après, c'est vrai que passer 80 km/h, le modèle à rouage intégral a quand même plus de puissance, donc forcément, il a aussi un petit peu plus de oomph, passer les 80 km/h. Cela dit, pour un usage quotidien, le modèle à propulsion a déjà suffisamment d'accélération. C'est un véhicule qui se veut familial, c'est pas vraiment nécessaire d'avoir une fusée, à moins qu'on y tienne absolument.
Pour ce qui est du comportement routier, on est là en Espagne sur des routes qui sont absolument superbes et même pour l'Espagne, c'est vraiment des très belles routes. Donc je vais mettre un petit bémol sur le confort. Là, il s'est montré très confortable, mais le souci, c'est que si ça se trouve au Québec, ce sera différent. Je vous dirais de toute façon, les jantes de 20 pouces optionnelles, je vous les conseille pas dans tous les cas, surtout au Québec. Il y a des 18 pouces sur les véhicules réguliers, mettons. Donc, moi, mon conseil, ce serait quand même de privilégier les versions à 18 pouces. Je pense que ce sera plus pertinent. Pour ce qui est du confort, les sièges, on a roulé un peu plus de 2 heures avec les véhicules. Et les sièges étaient vraiment très confortables, on n'a vraiment rien à redire de ce point de vue-là. L'insonorisation est bonne également. C'est un véhicule qui fait du bon travail aussi côté insonorisation. Pour ce qui est de la consommation, on a consommé entre 18 et 22 kWh pour 100 km en moyenne. 22 quand on était un petit peu plus enthousiaste avec l'accélérateur, avec le modèle 350, plutôt 18-19 avec le 250 en roulant plus tranquillement. D'une manière générale, il faut voir quand même qu'aujourd'hui, donc la route est très bien revêtue, il y avait quelques changements d'élévation quand même, notamment de la montagne, mais il y a aussi les descentes qui peuvent aider à faire de la régénération. Donc disons que ça s'annule un petit peu, mais la température aujourd'hui il fait 17 degrés, c'est absolument idéal pour la batterie. Donc sachant que l'autonomie totale c'est 631 km au maximum en version WLTP, donc ça veut dire que c'est la norme européenne. Nous ça va forcément être moins. Aujourd'hui, sur des routes de montagne et en roulant de manière normale avec quelques accélérations, quelquefois en étant un petit peu plus enthousiaste, on tournait autour des 20-21 kWh pour 100 km. Ça devrait nous octroyer environ 500-530 km d'autonomie si on faisait une charge pleine. Donc c'est quand même pas mal. Après, pour ce qui est de la recharge rapide, Mercedes-Benz annonce qu'on peut monter jusqu'à 320 kW sur des bornes de 800 volts. Par contre, si on est sur une borne de 400 volts, ça retombe à 100 kW seulement de puissance. Ça veut dire qu'on retomberait sur un 10 à 80% en peut-être 30-40 minutes et pas en 20 minutes. Donc ça c'est quelque chose dont il faut aussi tenir compte. Pour le reste, globalement, le bilan est quand même positif. C'est un véhicule qui est agréable à conduire, plutôt performant, sur des routes très sinueuses et là vraiment dans des virages en lacet assez difficiles à négocier. C'est pas du tout son terrain de jeu normalement et il s'est plutôt bien défendu. Alors il était monté aussi avec des Goodyear Eagle F1, c'est sûr que ça aide quand même pas mal. Malgré tout, on l'a quand même trouvé à l'aise. Le modèle 250 est un petit peu plus agile, pourtant la différence de poids est pas énorme. On a demandé à Mercedes-Benz et c'est une différence de poids d'environ 40 kg, donc c'est vraiment pas beaucoup. Malgré tout, nous on a vraiment vu la différence, donc peut-être que c'est aussi des réglages de suspension ou en tout cas la manière dont le véhicule a été pré-réglé en usine qui fait cette différence, mais c'est vrai qu'au ressenti, on a quand même trouvé le 250 plus agile avec un train avant qui pointait un petit peu mieux, mais le 350 n'est pas non plus pâteau, donc il faisait bien le travail et sachant que c'est une version qui va certainement être la plus populaire au Canada, vous ne faites pas un mauvais choix si vous optez pour un 350, ne serait-ce que pour le rouage intégral qui devrait quand même lui apporter plus de polyvalence au Québec et au Canada.